remercie vraiment Madame Picot de m'avoir invité à faire ce topo, qui est un topo un petit peu compliqué parce que finalement c'est difficile. Donc là, juste le temps que les gens arrivent, j'en profite pour vous montrer mes liens d'intérêt et vous dire qu'il n'y a aucun de ces liens avec la présentation qui va avoir lieu, comme ça c'est fait. Et on va commencer avec la douleur et en fait avec les bases de la douleur. Alors la douleur, d'abord, il y a la douleur que vous connaissez, la douleur aiguë. La douleur, c'est important, c'est quelque chose qui est un phénomène de réflexe. Et là, par exemple, quand vous avez eu un stimulus qui est le coup de marteau, donc en fait quelque chose qui va déclencher, ça va réveiller et ça va stimuler votre récepteurs. Alors on a différents récepteurs neurologiques. Ceux de la douleur s'appellent les nocicepteurs. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu les choses les unes après les autres. Et ça va déclencher un message qui est un signal douloureux, donc qui va remonter jusqu'à votre cerveau. Et vous allez avoir la réaction de défense qui va là d'arrêter de taper ou d'enlever la main quand vous êtes en train de vous brûler. Donc c'est un phénomène normal et quand c'est aigu, ça s'arrête là, rien de plus. Le problème dans la polyarthrite rhumatoïde, puisque moi je vais traiter plutôt le côté rhumatologique, ça va être le côté chronique. Dans le phénomène douloureux chronique, on a autre chose, et donc on a deux grands types de douleurs, et le rhumatologue systématiquement vous posera des questions, déjà pour séparer la douleur mécanique de la douleur inflammatoire. La douleur mécanique, c'est vous êtes en train de faire un mouvement, vous avez fait une douleur et c'est évidemment à force d'utiliser que vous allez déclencher cette douleur mécanique. La douleur inflammatoire, c'est celle qu'on voit dans le rhumatisme inflammatoire. Et si mes diapositives sont là, donc si je me mets au niveau de l'articulation et que je zoome un petit peu ce qui se passe, on va avoir ce phénomène inflammatoire. Les images sont juste là pour faire intelligent, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est plutôt pour en discuter avec vous et pour que vous voyez aussi que c'est des choses qui sont des choses récentes. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de publications qui datent vraiment de cette année ou des quelques années qui viennent de se passer. Le phénomène inflammatoire, quelles que soient les cellules qui sont impliquées dans l'inflammation, elles vont... Et vous avez déjà entendu parler d'un certain nombre de cytokines, dont le TNF, parce que ça c'est une de celles que vous utilisez régulièrement. Elles vont aller stimuler le récepteur qui est en face, le nocicepteur, et on voit qu'il y a à la fois des récepteurs pour les cytokines inflammatoires, mais aussi d'autres mécanismes qui sont des médiateurs de la douleur, l'histamine et autres, qui vont déclencher la douleur. Donc c'est l'inflammation qui va déclencher la douleur, et là exactement la même chose que tout à l'heure. En fait, je suis en train de pointer du mauvais côté. Vous allez avoir après le phénomène inflammatoire qui va monter vers la moelle et monter directement derrière. Donc c'est assez simple. Si j'enlève l'inflammation, je devrais ne plus avoir de douleur. Alors, on regarde et on voit, premier essai que je vais vous présenter, un nombre important de polyarthrites rhumatoïdes, vous voyez qu'il y en a plus de 1200, qui viennent de débuter un traitement méthotrexate. Ce sont des polyarthrites qui sont récentes, donc a priori qui n'ont pas de dégâts structuraux, qui n'ont pas d'autres raisons d'avoir des douleurs. Et on a évalué la réponse, puisqu'on sait que pour le méthotrexate, il faut à peu près 3 mois. Et on a regardé qui était encore douloureux après ces 3 mois. Alors, première information, c'est qu'on voit qu'on a plus de la moitié des patients, puisqu'on a 58% des patients qui sont encore douloureux 3 mois après le début du méthotrexate. Quand on regarde par rapport à la réponse, c'est-à-dire ce que nous on appelle la réponse, c'est la diminution de l'inflammation. En regardant que les paramètres inflammatoires, et ben même quand j'ai une bonne réponse, j'ai encore 40% des patients qui sont encore douloureux, mais vous voyez que si je n'ai pas du tout de réponse, logiquement, il y a une vraie part inflammatoire. Donc en gros, quand je traite l'inflammation, je diminue la douleur, mais il reste encore quelque chose. Donc il y a une part encore douloureuse. Si je vais un petit peu plus loin, et là, vous avez en fait les douleurs persistantes. Si je vais encore un petit peu plus loin et que je prends que des patients en rémission, cette fois-ci, c'est une cohorte qui est suivie de très longue date, et des patients qui sont là, dans l'ensemble de la cohorte, il y en avait 120 qui étaient en rémission. Et on les a pris, alors je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de traduire, à l'inclusion, et les a regardés aussi encore 1 an après. Et on a regardé ceux qui sont restés en rémission pendant cette année-là. Et bien, si on regarde que ces patients, on voit que déjà, il y a encore un certain nombre d'entre eux qui ont une douleur qui est supérieure à 4 sur 10, donc une douleur qui est encore importante, que ça ne change pas, ce n'est pas une histoire de temps, ils viennent de rentrer en rémission ou quelque chose comme ça, malgré la persistance de la rémission de la maladie, la rémission étant définie par l'inflammation et ce qu'on regarde sur l'inflammation. Vous voyez qu'on n'avait plus aucune activité inflammatoire et pour autant, il restait encore 10-15% des patients qui étaient douloureux.
Donc ça veut dire qu'il y a autre chose qui peut être responsable de la douleur et pas que l'inflammation. Si on regarde ces patients-là, eux avaient déjà 6 ans d'évolution de la maladie et ils avaient un score de Sharp qui était un peu augmenté. Le score de Sharp, c'est un score qui nous permet de regarder les destructions articulaires et donc on voit que c'est des gens qui avaient quand même quelques lésions. Donc on peut peut-être se dire que c'est une part de douleur mécanique. Si je reprends autrement, vous savez, et vous le vivez, on peut avoir une perte de cartilage à cause de l'inflammation. L'inflammation va grignoter un petit peu et on va avoir ou des érosions ou une perte de l'épaisseur de cartilage. Ici, vous avez un cartilage normal qu'on voit par soustraction. Hein, c'est le vide que vous voyez entre deux os, c'est votre épaisseur de cartilage. Donc vous voyez qu'ici, on en a perdu. On perd du cartilage. La traduction médicale d'avoir perdu son cartilage, c'est de l'arthrose. Donc, les polyarthrites qui ont beaucoup évolué, qui ont abîmé l'articulation, ont une arthrose secondaire. Et cette arthrose secondaire, elle, évidemment, on aura beau mettre des traitements anti-inflammatoires au grand sens du terme, il restera toujours cette partie de douleur. Deuxième possibilité pour le restant de douleur, même quand j'ai enlevé l'inflammation, je vous ai dit qu'il y avait la douleur mécanique, il peut y aussi avoir ce qu'on appelle la douleur neuropathique. Donc si je reprends le schéma de tout à l'heure, c'est le même mais dans un autre papier, vous avez, comme je vous ai dit, tous les marqueurs de l'inflammation, toutes ces cytokines, toutes ces protéines pro-inflammatoires qui vont aller stimuler le neurorécepteur. Mais ce qu'on a découvert récemment, c'est qu'en fait, ça marche dans les deux sens. Le neurorécepteur, donc en fait, qui est schématisé par ce triangle-là, lui, va aller sécréter d'autres protéines, d'autres médiateurs qui vont augmenter l'inflammation. Donc en gros, on a un cercle vicieux, et c'est ça le problème de la douleur chronique, c'est que plus j'ai d'inflammation, plus je stimule mon neurorécepteur, plus j'ai mon neurorécepteur qui va stimuler l'inflammation. Et je vais avoir un deuxième phénomène qu'on appelle le phénomène de sensibilisation. Il existe en périphérie, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé des neurorécepteurs qui sont les récepteurs de la douleur, mais en fait, à force de travailler, ils vont commencer à aller recruter d'autres récepteurs, d'autres fibres nerveuses qui sont celles de la sensibilité. Et donc c'est pour ça en fait qu'on va avoir des zones de douleur qui sont de plus en plus amples alors que le phénomène inflammatoire est toujours au même endroit. Et on va avoir une baisse des seuils, je vais vous montrer, ça veut dire qu'on devient plus douloureux, plus sensible à la douleur. Deuxième phénomène de sensibilisation, c'est le phénomène central. Normalement, quand on a une douleur périphérique, comme je vous ai montré tout à l'heure avec mon coup de marteau, j'ai mon nocicepteur qui va aller, le message va passer et comme je vous ai dit, montre jusqu'au cerveau. Ça a un seul intérêt, c'est le phénomène réflexe, arrêter le danger, mais ça a aussi un deuxième intérêt dans les formes chroniques, c'est que normalement, on a une voie descendante qui va aller atténuer cette douleur. On sécrète nous-mêmes de la morphine ou des marqueurs qui vont, des protéines qui vont nous calmer un petit peu la douleur. Dans la douleur chronique, ce phénomène, au bout d'un moment, s'épuise et donc en fait ça s'arrête ou en tout cas ça marche beaucoup moins bien et on se met à sécréter en particulier des glutamates qui vont aller stimuler les récepteurs NMDA et ceux qui ont déjà essayé la kétamine ont peut-être déjà entendu parler de ça, ce sont des récepteurs qui vont en fait faire qu'on a de la douleur. Donc en gros, ça va diminuer notre capacité spontanée normalement à calmer notre douleur. Donc, si je le fais et que je vous montre en fait des résultats, je prends des patients qui ont des douleurs chroniques, des polyarthrites rhumatoïdes, et je compare à des contrôles. Et quand on regarde la douleur au repos, normalement, les contrôles, eux, étaient totalement indolores. Ça, jusque-là, ça va. Maintenant, je leur appuie dessus pour essayer de déclencher une douleur. Donc, on va faire une pression, et on va voir en fait à quel niveau de pression ils disent qu'ils ont mal. Et vous voyez que le seuil de douleur, pour atteindre la douleur 4 sur 10, dire j'ai mal à un niveau de 4 sur 10, on appuie beaucoup moins fort sur une polyarthrite rhumatoïde qu'on appuie sur un sujet contrôle. Alors c'est pas très joli comme façon de dire, mais en fait on comprend ce que je veux dire. On n'appuie pas évidemment sur une articulation douloureuse inflammée, hein. C'était complètement indépendant. Pareil exactement pour un seuil de douleur au-delà, et vous voyez que le seuil individuel où juste on nous dit aïe, il est plus bas. Donc en fait on est devenu plus douloureux. Douillet, c'est pas très joli parce que ça a une connotation, mais c'est exactement ça. Finalement, on est plus sensible à la douleur, donc c'est encore plus difficile à vivre. Si je regarde par contre l'activité physique, c'est-à-dire que c'est pas une maladie neurologique, c'est pas votre nerf qui est devenu malade. Quand on a une maladie neurologique, quand on a des vraies neuropathies, comme les diabétiques par exemple, quand on les stimule et qu'on leur fait faire une activité physique, ils n'ont pas cette réaction qu'on peut avoir entre le début et la fin de l'activité. Et là, on voit, dans la polyarthrite rhumatoïde, on a toujours le même type de réaction. Donc, c'est vraiment une perte de rétrocontrôle,
mais ce n'est pas devenu pathologique. Donc ça veut dire que ça peut se récupérer. Ce n'est pas dans ce sens-là. Si dernière chose, enfin, je continue dans les douleurs neuropathiques, là on a une autre cohorte DREAM, de quasiment 160 polyarthrites rhumatoïdes, avec une faible activité de la maladie. Les polyarthrites connaissent le score DAS qu'on utilise régulièrement. 2,1, c'est vraiment une faible activité, quasiment même la rémission. On considère normalement qu'on est en rémission en dessous de 2,6. Ben, vous voyez que là, encore une fois, toujours pareil, on a des pourcentages qui sont variables en fonction des cohortes, mais on a un pourcentage important de patients qui sont toujours douloureux, malgré le fait qu'un nombre important soit en rémission. Et cette douleur neuropathique, souvent, en fait, actuellement, on est en train d'essayer de redéfinir les choses. Ça a souvent été étiqueté fibromyalgie, parce que c'est des signes qui sont à peu près similaires. C'est une façon de décrire la douleur qui est à peu près similaire. Ce sont des douleurs qui sont agaçantes, c'est des douleurs qui sont plus des énervements. C'est pas tout à fait exactement la même chose qu'une douleur mécanique ou inflammatoire. Et on a des questionnaires, en particulier ce questionnaire PenDetect, qui nous permet, c'est un auto-questionnaire, en fonction du seuil, de dire c'est vraiment une douleur neuropathique. En dessous de 13, par contre, c'est absolument pas une douleur neuropathique, c'est mécanique ou inflammatoire. Mais vous voyez qu'il y a une zone un petit peu où on n'est pas certain. Si je fais passer le questionnaire à ces patients, eh ben, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de si on prend les patients en dessous de 13 versus ceux qui sont au-dessus de 18, on voit qu'on a une vraie différence en fonction du vécu de la douleur. Donc c'est une douleur en plus et ça peut complètement expliquer les choses. Vous voyez que la douleur maximale est complètement différente en fonction de si vous avez ou pas une douleur neuropathique. On va consommer plus ou moins d'antalgiques en fonction. Par contre, on se gave d'antalgiques et peut-être pas des médicaments qu'il faudrait, c'est-à-dire des médicaments contre ce type de douleur. Dernière comparaison, ça c'est une enquête nationale qui a été faite au niveau danois, où ils ont utilisé exactement le même questionnaire que celui que je viens de vous décrire. Là, chez 7000 patients, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, rhumatisme psoriasique. Et c'est juste pour vous montrer qu'on a à peu près le même pourcentage, c'est-à-dire on a environ 20% de la population qui a une douleur neuropathique en plus de son rhumatisme. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres douleurs, ça veut juste dire que c'est quelque chose en plus. Donc, douleur inflammatoire, la base de la polyarthrite rhumatoïde, mécanique, surtout quand les polyarthrites ont commencé à s'abîmer parce qu'on a de l'arthrose secondaire, neuropathique, parce que c'est un phénomène d'amplification à partir du moment où on est dans la chronicité, douleur fonctionnelle. Alors, douleur fonctionnelle, je vais vous mimer c'est le seul papier qui n'est pas un papier récent. Vous voyez que ça date de 1963. Ça fait très très longtemps qu'on sait qu'une polyarthrite rhumatoïde perd sa musculation parce qu'elle bouge moins, parce que la douleur fait aussi, et l'inflammation fait aussi qu'on perd. Et vous imaginez bien qu'une articulation, c'est deux os face à face. Même si l'articulation n'est pas douloureuse, même si l'articulation n'est pas malade, à partir du moment où elle n'est pas maintenue, la dysfonction, la mauvaise utilisation de l'articulation va faire que ça peut déclencher des douleurs. Donc, je n'ai pas trouvé de film mieux que ça. Donc c'est pour ça que je vous le fais moi-même, mais finalement c'est exactement ça. C'est le problème fonctionnel, et là on a un vrai souci parce qu'il n'y a pas de médicaments qui fabriquent du muscle, ça n'existe pas encore. Bientôt on espère. Dernière chose, la douleur psychologique, ça c'est quelque chose qui est ancien, connu dans toutes les douleurs chroniques, en particulier chez les lombalgiques. On sait que quand on a une dépression, quand on est dépressif, ça pareil, on diminue son seuil de la douleur, on a un vécu douloureux plus important. Donc c'est quelque chose qui peut venir se surajouter et qu'il faut bien différencier entre la dépression en elle-même et la douleur neuropathique. Donc finalement, qu'est-ce qui fait que j'ai mal ? D'où viennent les douleurs de la polyarthrite rhumatoïde ? C'est un petit peu compliqué quand on vous voit parce que la douleur, ça ne se voit pas. La douleur, on n'a pas d'outils aujourd'hui qui permettent de me dire, aujourd'hui quand je vois quelqu'un, il va avoir plus cette douleur ou autre. Et puis surtout, la douleur, elle varie dans le temps. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez être plus comme ça, beaucoup d'inflammation, et quasiment, mais le moral est du feu de Dieu et vous êtes super musclé. Et puis un peu plus tard, vous allez avoir un autre type de douleur. Donc finalement, c'est l'interrogatoire, l'examen clinique, c'est ces examens qui va nous permettre en fait de savoir quel est le type et d'où viennent vos douleurs. Et on va adapter notre traitement en fonction. Donc finalement, le plus important pour nous, c'est d'apprendre à évaluer ces douleurs. Et c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre. Vous voyez que les papiers que je vous ai montrés sur le PenDetect, par exemple, c'est des papiers qui ont 2 ans, 3 ans maximum.
Le type de douleur, on commence à un petit peu mieux les étiqueter et pas juste dire si ce n'est pas de l'inflammation, c'est juste de la dépression ou c'est juste de la fibromyalgie en plus, mais on arrive maintenant un petit peu mieux à comprendre et on va donner les traitements en fonction. Alors les traitements médicamenteux et non médicamenteux. On a les traitements symptomatiques, traitement du symptôme, douleur, anti-inflammatoire, qui soit non stéroïdien ou stéroïdien, c'est-à-dire la cortisone. Alors Bernard Armand nous a appris depuis très très longtemps qu'en fait, nous, individuellement, on n'est pas tous sensibles aux mêmes anti-inflammatoires. On a son anti-inflammatoire. Il y a 7 familles d'anti-inflammatoires sur le marché. Vous êtes sensible à 1 ou 2 familles. Par contre, ça ne sert à rien d'essayer tous les anti-inflammatoires dans la même famille. Mais par contre, il ne faut pas hésiter à changer de famille d'anti-inflammatoire pour trouver celui qui vous convient. Il faut aller directement à la dose maximale efficace. Vous allez voir, je vous ai fait un petit schéma. Et ne pas le prendre n'importe quand, je vais vous montrer. Les corticoïdes, c'est pareil. Il faut les prendre ou par voie générale quand on a une atteinte inflammatoire générale. S'il n'y a qu'une seule articulation, on fera directement une infiltration, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Alors, ce n'est pas parce que je suis jaune et que j'aime bien mettre des aiguilles dans des articulations, c'est tout simplement parce que, le corticoïde qu'on va mettre dans l'articulation, il est différent de celui que vous prenez par voie générale. Il n'a pas d'effet minéralocorticoïde, donc il n'y aura pas le problème du régime sans sel, il n'y aura pas le problème de l'hypertension derrière. Donc ça, c'est quand même super important. La deuxième chose, c'est qu'il aura un effet anti-inflammatoire beaucoup plus important en étant directement là où vous en avez besoin. Donc c'est vrai qu'on raisonne vraiment, problème local, traitement local, problème général, traitement général. La douleur, je vous l'ai mimé comme ça, j'ai essayé de faire un schéma parce que ça d'habitude je le fais sur la table de consultation, et tout être à peu près normal attend d'être là pour prendre le premier antidouleur, le premier anti-inflammatoire, parce qu'il se dit ça va passer, parce que j'ai pas envie de prendre des médicaments en plus, parce que voilà. Quand on fait ça, finalement on va diminuer un petit peu la douleur, du coup on arrête un petit peu, on diminue les doses, on reprend, et au total, vous allez consommer des anti-inflammatoires ou de la cortisone pendant toute cette période. Ce qu'il faut faire, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire à peine ça commence, il faut que vous preniez immédiatement votre anti-inflammatoire ou votre corticoïde. D'abord parce que vous allez bloquer tout le phénomène d'amplification que je vous ai décrit avant, et puis parce que si vous le prenez à dose maximale efficace, vous cassez immédiatement l'inflammation et au total, vous allez faire une épargne d'anti-inflammatoires ou de corticoïdes. Vous allez en consommer beaucoup moins. Donc il faut le prendre à la dose maximale, mais pas longtemps, et tout de suite. Et le problème, c'est que plus vous avez laissé les choses amplifiées, plus ce sera difficile de courir après la douleur et la maladie. Autre chose, je ne vais pas revenir sur les traitements, et là le but n'est pas de parler des traitements de fond, vous aurez d'autres topos là-dessus, mais on a quand même un effet direct des traitements de fond sur l'inflammation, évidemment, que ce soit le méthotrexate, les biomédicaments, sur les cytokines systémiques qui vont aller après CIG, et sur aussi, on commence à avoir et on commence à regarder l'effet sur la sensibilisation centrale. Donc on a probablement un effet de fond quand même avec nos médicaments, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier, et ce sera probablement ce qu'on vous présentera dans les années qui viennent. En revanche, on n'a rien sur ça. Donc ça, c'est-à-dire que ce n'est pas le traitement de fond, c'est vraiment ce que je vous expliquais avant avec le traitement symptomatique. Et il ne faut pas le dénigrer, il ne faut pas leur dire « non, non, je ne veux pas d'antidouleur, je peux gérer, je peux supporter ma douleur », parce que vous laissez s'installer en fait un phénomène d'amplification. Et puis, il va falloir faire des activités physiques, parce que là, encore une fois, on ne peut rien faire. Donc le sport sur ordonnance, le décret est passé. Pour l'instant, on ne sait toujours pas comment l'appliquer, on ne sait toujours pas comment le faire rembourser, mais ça veut dire que ça va bientôt arriver et vous allez avoir besoin d'avoir ces activités. Encore une fois, ça ne peut être que vous, là, qui pouvez faire quelque chose. Donc, pour la partie polyarthrite, les causes de la douleur, elles sont multiples. Je pense que j'espère que vous l'avoir montré. Elles sont variables en fonction des individus, elles sont variables en fonction du temps, elles sont donc variables en fonction de l'évolution de votre maladie. Donc en fait, il ne faut pas se dire c'est toujours ça qui marche, ou je ne comprends pas pourquoi ça marchait, maintenant ça ne marche plus. C'est parce que vous avez changé à ce moment-là et que ça peut être une autre cause. Et donc il faut savoir réévaluer votre douleur et essayer de comprendre ce qui vous arrive à ce moment-là pour essayer d'adapter les choses. Une meilleure gestion de la douleur, il y a les traitements symptomatiques, les traitements des douleurs neuropathiques, il faut savoir les utiliser quand c'est nécessaire. Ça, c'est quelque chose. Optimiser le traitement de fond, évidemment, plus je bloque la maladie dès le départ, moins vous aurez de destruction articulaire, moins il y aura toute l'inflammation et la sensibilisation par voie centrale, et l'activité physique, on en parlera après. Et du coup, je passe la parole directement au docteur Tréton pour qu'il fasse la partie gastro-entérologie. Merci.